Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de votre présence. On est très heureux ce soir d'accueillir Fabienne Picard, qui est une des sommités au niveau international de recherche en matière d'épilepsie. Je vais la présenter. Je vais la présenter en 2 mots. Elle est d'abord professeure associée à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle est médecin adjointe dans l'unité d'épileptologie du service de neurologie des que je sais mieux avec des lunettes. Elle a suivi une formation de médecine, non pas à Genève, mais à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, en neurologie. Elle a obtenu un diplôme d'études approfondies en biologie cellulaire et moléculaire. Et elle est, comme je vous l'ai dit, une des grandes spécialistes de l'épilepsie. Et c'est tout à fait étonnant, on l'a rencontrée dans d'autres cercles. Et quand elle a commencé à parler de l'épilepsie, qui est une maladie qui peut faire peur, effectivement, on a trouvé ça tellement extraordinaire et tellement intéressant qu'on s'est dit, voilà, il faut que Fabienne vous donniez une conférence. D'ailleurs, des conférences, vous en donnez beaucoup, vous publiez aussi beaucoup. Vous êtes très connus sur le plan international. Je ne sais pas si vous le savez, parmi les figures remarquables de l'histoire qui souffraient d'épilepsie, il y avait Socrate, il y avait Molière, il y avait Newton, Napoléon Bonaparte, Dostoïevski, Flaubert, Van Gogh, Agatha Christie. Je ne sais pas si on a encore d'autres. Il y a beaucoup de gens. Et le titre de sa conférence est très mystérieux, quand l'épilepsie amène à l'extase mystique. Mais elle va tout nous raconter, vous allez voir, c'est passionnant. Merci Fabienne, merci beaucoup. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci pour cette invitation à venir parler ce soir et merci à tous pour votre présence. Donc vous avez peut-être été interpellés par le titre de ma présentation. Qu'à avoir l'expérience mystique avec l'épilepsie, eh bien, on trouve un lien et je suis intéressée par ce thème depuis une dizaine d'années, ça me passionne. C'est vrai qu'on pense que dans l'épilepsie, il n'y a habituellement pas de symptômes qui ont une connotation agréable, positive, et pourtant il existe des patients qui présentent des crises avec des phénomènes extraordinaires, des modifications de leur conscience extrêmement agréables. Et j'ai voulu comprendre ce qui se passe dans leur cerveau au moment de ces expériences. Et je vais vous parler aussi de Dostoïevski, qui était épileptique et qui avait des expériences mystiques. Donc, je vous ai mis sur cette première diapositive Sainte Thérèse d'Avila, Saint Paul et les drogues psychédéliques, les champignons et le LSD. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous en commun une histoire d'expérience mystique. Vous avez certainement tous entendu parler de personnes religieuses ou non qui ont eu des expériences mystiques, parfois après une période de méditation ou de prière, ou alors spontanément, et d'autres personnes qui ont vécu des expériences mystiques après avoir pris des drogues, des champignons comme la psilocybine, le LSD ou encore cette plante d'Amérique du Sud, l'ayahuasca. Et beaucoup de ces personnes qui vivent des expériences mystiques disent qu'elles ont été transformées positivement. C'est pourquoi on commence à utiliser ces drogues, en particulier la psilocybine, même aux hôpitaux universitaires de Genève, pour traiter certaines pathologies, comme des dépressions sévères, qui résistent aux médicaments antidépresseurs. Alors, il y a une centaine d'années, le psychologue américain William James a décrit l'expérience mystique comme comportant 4 critères. L'ineffabilité, dans le sens où l'expérience ne peut pas être exprimée par des mots. La qualité noétique, c'est-à-dire une impression de compréhension du monde, comme si tout faisait sens. Un caractère transitoire, donc c'est une expérience qui ne peut pas être durable. Et une passivité, la volonté est comme soumise à l'expérience.
Alors, l'expérience mystique, ce n'est pas forcément rencontrer Dieu ou avoir des visions d'anges, mais c'est un état d'expérience totale de l'instant présent, avec une perte de la notion du temps, une impression de compréhension du monde, que tout fait sens, une impression d'unité avec ce qui nous entoure, et puis souvent c'est associé à un bien-être physique. Et certaines personnes qui vivent ces expériences mystiques parlent d'expériences religieuses, certainement par rapport à leurs anciennes croyances religieuses, alors que d'autres personnes vont parler plutôt d'expériences cosmiques, comme par exemple l'écrivain Jean-Claude Bologne dans son livre « Une mystique sans Dieu ». Alors, est-il possible d'avoir une expérience mystique au cours d'une crise d'épilepsie? Donc la réponse est oui. Et c'est dans une forme d'épilepsie qui s'appelle l'épilepsie extatique que des expériences de type mystique peuvent se produire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'épilepsie, et je pense qu'un grand nombre d'entre vous, je vais dire quelques mots sur l'épilepsie. Une crise épileptique, elle correspond à une activité anormale d'un groupe de neurones qui sont hyper excitables, qui ont tendance à s'activer spontanément, de manière très synchrone, c'est-à-dire tous en même temps, exactement en même temps, de façon prolongée. Et cette activation anormale de neurones peut toucher un nombre plus ou moins grand de cellules, donc une petite partie du cerveau ou une grande partie du cerveau. C'est une sorte d'orage électrique dans le cerveau. Désolée pour les dessins, c'est du 16/9 qui passe en 4 tiers, je crois, et donc ça a un petit peu écrasé les dessins de cerveau. C'est une sorte d'orage électrique qui touche une région plus ou moins grande du cerveau et qui va se manifester sur le plan clinique par des crises qui vont durer de quelques secondes à quelques minutes et des symptômes qui vont dépendre de l'endroit où se situe la décharge. Et il est intéressant de savoir qu'il existe une variété de symptômes infinis dans l'épilepsie. Pour chaque patient, la décharge touche un endroit particulier du cerveau qui sera différent d'un patient à l'autre. Par contre, chez un même patient, ce sera toujours le même endroit où la décharge va démarrer, et on va dire que les épisodes chez un même patient sont stéréotypés. Donc on peut voir dans l'épilepsie des symptômes que le cerveau est capable de faire dans la vie quotidienne. Tout ce que le cerveau est capable de faire dans la vie de tous les jours peut s'observer pendant une crise d'épilepsie. Par exemple, on pourra avoir des symptômes de déjà-vu très intenses. On pourra avoir chez certains patients des sensations de peur qui remontent depuis l'estomac, sans aucune raison. Des symptômes visuels, des fourmillements d'un hémicorps, par exemple, ou encore, quand la décharge se situe plus en avant, des secousses d'un bras ou d'une jambe ou d'une hémiface. Mais on pourra aussi avoir des symptômes qui n'existent jamais dans la vie quotidienne, certains symptômes psychiques comme des hallucinations qu'on n'a pas habituellement, ou une expérience mystique, par exemple. Et, excusez-moi. Il faut savoir qu'une crise épileptique, c'est un phénomène qui est dynamique. Au départ, la décharge peut toucher un tout petit endroit du cerveau et progressivement, sur quelques secondes à quelques minutes, la décharge peut s'étendre et finalement, à l'extrême, peut toucher l'ensemble du cerveau. Et sur le plan clinique, le patient pourra au départ ressentir des symptômes qui ne seront pas visibles par l'entourage. Il s'agit de symptômes subjectifs. On parle dans notre jargon d'aura, une aura épileptique. Puis quand la décharge s'étend, il pourra y avoir une rupture de contact, parfois des phénomènes moteurs, des mouvements rythmiques. Et si la décharge s'étend à l'ensemble du cerveau, il va y avoir la crise classique que vous connaissez peut-être, cette crise convulsive généralisée. Alors, quelles sont les causes de l'épilepsie? La cause peut être génétique, due à
une combinaison particulière de gènes apportés par les deux parents. Il ne s'agit pas d'une transmission directe d'un parent à l'enfant, mais c'est plutôt un ensemble de gènes qui viennent des deux parents qui mis tous ensemble, vont donner une susceptibilité à une épilepsie. La deuxième grande cause est une lésion cérébrale, quelle qu'elle soit, si elle touche le cortex. Donc le cortex, c'est ici sur cette IRM qui est coupée d'avant en arrière, ce petit ruban gris foncé en superficie du cerveau. C'est le cortex. Et ça pourrait être une lésion congénitale qui est présente depuis la naissance, ou alors une lésion qui est acquise au cours de la vie, comme par exemple un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, avec un délai entre l'apparition de la lésion et l'apparition de l'épilepsie qui peut être parfois de plusieurs années. Parfois, la lésion n'est pas détectable par les techniques d'imagerie actuelles. Donc, on pense qu'il y a une lésion, ça n'a pas l'air d'être une épilepsie génétique, mais l'IRM ne montre pas la lésion, ça arrive. Et l'âge de début peut être depuis la toute petite enfance jusqu'à un âge avancé, par exemple après un AVC. Je voulais faire une analogie entre l'épilepsie et la crise épileptique et la toux. Toute irritation du cerveau peut se manifester par une crise d'épilepsie, tout comme toute irritation des bronches peut se manifester par une quinte de toux, quelle que soit son origine, une allergie, une tumeur, une infection, une maladie congénitale. Donc tout comme une crise épileptique, une quinte de toux pourra être l'expression de causes multiples qui liées ou non à un terrain prédisposant sous la forme d'une maladie sous-jacente des poumons. Alors, qu'est-ce que l'épilepsie extatique? C'est une épilepsie qui est rare. Seuls certains patients ont une forme d'épilepsie qu'on appellera extatique et auront systématiquement, au début de leur crise, une expérience extraordinaire qui s'apparente à l'expérience mystique. Et la première personne qui a décrit les crises extatiques a été Dostoïevski, qui souffrait d'épilepsie et de cette forme d'épilepsie extatique. Et il a décrit dans des lettres à une amie, ou alors il a utilisé les descriptions de ces crises pour les personnages de certains de ses romans, comme le prince Mishkin dans le roman L'Idiot. Et vous avez ici certaines de ses citations sur ses débuts extatiques de crise. Il parle d'une extraordinaire présence au monde, une tranquillité supérieure, une joie complète, une souveraine sérénité, une sensation au degré ultime de l'harmonie, de la beauté, un sentiment de plénitude invraisemblable, insoupçonné, un sentiment d'apaisement, celui de se fondre dans la synthèse supérieure de la vie, ou encore il parle d'un sentiment de bonheur dont je ne sais pas s'il dure une seconde, des heures ou des mois, mais que je n'échangerai pas pour tous les délices du monde. Et je me suis intéressée à cette forme d'épilepsie après avoir réalisé un DVD sur l'épilepsie pour le grand public, avec un spectacle dans lequel un comédien avait lu des textes de personnages célèbres épileptiques, de Flaubert, de Van Gogh et de Dostoïevski. Ce comédien était Alain Carré, qui avait d'ailleurs été directeur du théâtre Les Salons de 2010 à 2012. Et dans ces textes, ces personnages décrivent leur ressenti, leur vécu des crises. Et c'est après avoir lu les textes de Dostoïevski, où il décrit ce ressenti de début de crise avec beaucoup de précision et de finesse, que je me suis mise à m'intéresser davantage aux détails des symptômes de crise de mes patients. Je me suis mise à les interroger avec plus de patience et de curiosité, à aller plus loin, à pousser, à ce qui m'explique vraiment ce qu'ils ressentaient. Et en discutant plus avec mes patients pendant mes consultations, j'ai pu identifier les patients qui avaient une forme d'épilepsie extatique, mais qui n'en avaient jamais parlé auparavant à leur médecin, parce qu'ils avaient peur qu'on les prenne pour des fous, ou ils ne trouvaient pas les mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Et jusque-là, ils parlaient uniquement d'une sensation de chaleur qui monte, d'une légèreté, ou de bulles dans la tête. Mais voilà, grâce à
une prise d'anamnèse détaillée où on apprend que les symptômes sont intéressants. Voici la description d'une de mes patientes de 64 ans qui, elle, disait que ses cris se manifestaient par un bien-être de consonance presque spirituelle, une joie immense au-delà des sensations physiques, une harmonie extraordinaire du corps et de soi-même avec la vie, le monde, avec le tout. Elle perdait la notion du temps pendant cet épisode de début de crise qui était extatique. Et pour elle, ces expériences confirment qu'il existe quelque chose qui nous dépasse. Alors, après avoir collecté les descriptions d'une dizaine de patients, je me suis rendu compte que ces crises cette expérience n'est pas caractérisée par simplement une émotion positive extrême, mais plutôt par le vécu d'une absence de soucis, une absence de tout doute, donc un sentiment de certitude. Et que ce sentiment de certitude, de clarté, est à l'origine du bien-être et de la sérénité. Et à côté de ce sentiment de certitude, les patients décrivent une impression de conscience d'eux-mêmes élargie et cette impression d'unité avec ce qui les entoure, une espèce de communion avec l'univers. Alors autrefois, jusqu'à ce que je m'intéresse à cette forme d'épilepsie, on pensait que l'épilepsie extatique prenait son origine dans cette partie du cerveau appelée le lobe temporal, qui est ici dans la partie latérale. Là, c'est un cerveau vu de gauche, un peu écrasé, mais le lobe temporal est dans la partie basse, en avant. On pensait que c'était dans le lobe temporal parce que quelques patients qui avaient été rapportés dans la littérature médicale avaient une lésion dans le lobe temporal. Mais les premiers symptômes d'une crise peuvent être liés à la propagation de la décharge si la première région qui est affectée dans la décharge épileptique ne produit pas de symptômes. Donc même s'ils avaient une lésion dans le lobe temporal, le phénomène extatique pouvait être lié à une propagation de cette décharge du lobe temporal vers une autre région. Et en faisant une revue large de la littérature scientifique, pour essayer de comprendre quelle région pouvait être à l'origine de ce panel de symptômes, donc une impression de bien-être physique, une conscience de soi élargie, j'en suis venue à cette région qu'on appelle l'insula, parce que c'est la région qui gère la perception des sensations internes du corps. Les battements cardiaques, la respiration, l'estomac, l'intestin, la vessie, les hormones. Je reparlerai tout à l'heure de la fonction de cette région. Et le mot insula vient du latin, cela signifie île, parce que c'est une région profonde du cerveau. C'est du cortex, mais qui est séparé du cortex qui est en surface du cerveau, donc qui est un peu comme une île. Alors effectivement, certains examens que nous avons réalisés chez les patients avec épilepsie extatique ont pu apporter des arguments en faveur de cette hypothèse de l'implication de l'insula. De médical, nous avons fait des examens de médecine nucléaire où nous avons injecté un produit radioactif à des patients pendant leur crise extatique. Et nous avons pu montrer que pendant ces crises extatiques, il y avait une augmentation de leur débit sanguin cérébral dans l'insula. Donc là, vous avez un exemple chez un patient. Sur cette image IRM, on a une petite tache jaune qui se situe en haut de l'insula. Et cette image est faite quand on fait cet examen et qu'on soustrait l'examen qui est fait pendant une crise d'un examen qui est fait en dehors de toute crise. Mais l'argument le plus fort en faveur de l'implication de cette région du cerveau, l'insula, dans l'épilepsie extatique a été apporté par des enregistrements EEG, des enregistrements électroencéphalographiques en profondeur, donc qui sont faits pendant des bilans pré-chirurgicaux de l'épilepsie chez des patients qui ont en l'occurrence une épilepsie extatique, avec des débuts extatiques, mais qui malheureusement convulsent après ces débuts, ont aussi des convulsions généralement. Donc des patients qui résistent au traitement médicamenteux antiépileptique et qui décident de se faire opérer. Donc ils ont une première phase où on
fait des enregistrements EEG en surface avec des vidéos pendant 1 à 2 semaines pour essayer d'enregistrer des crises. Et avec ces enregistrements, on peut avoir une idée de possibles régions suspectes. Et l'enregistrement en profondeur, en implantant des électrodes à l'intérieur du cerveau, permet de s'assurer de quelle région constitue le début du foyer épileptique. Et chez plusieurs patients, nous avons pu montrer que la décharge impliquait l'insula au moment du phénomène extatique. Et nous avons aussi stimulé des électrodes, ça se fait dans ces phases de bilan préchirurgical, pour essayer de voir si on reproduit les symptômes de début de crise, ce qui signifierait que c'est bien le foyer épileptique, ou alors parfois pour voir la fonction de la région qu'on stimule, pour voir si cette région n'est pas une région trop importante, avec une fonction vraiment importante qu'on ne pourrait pas enlever par chirurgie au risque d'avoir des séquelles. Donc en stimulant l'électrode dans l'insula, on a pu reproduire les expériences extatiques, alors qu'en stimulant d'autres électrodes, ce phénomène n'a jamais pu être reproduit. Alors quelle est la fonction de l'insula? La fonction la plus importante de l'insula, comme je vous l'ai déjà dit, est qu'elle gère la perception de tous les signaux qui proviennent de l'intérieur du corps. Pour la perception des signaux qui proviennent de l'intérieur du corps, donc la perception de l'état physiologique du corps, on parle d'interoception. Donc les signaux qui viennent de l'intérieur du corps arrivent dans le cerveau, excusez-moi, dans la partie arrière de l'insula. Ces signaux qui viennent de l'intérieur du corps arrivent dans cette partie. Il y a aussi des signaux qui viennent du monde extérieur qui vont venir vers l'arrière de l'insula pour contextualiser les signaux internes. Les signaux qui viennent du monde extérieur sont gérés ou sont traités dans d'autres régions du cerveau, mais vont venir secondairement aussi dans cette région pour contextualiser ces signaux internes. Et il va y avoir une représentation de ces signaux internes de l'arrière vers l'avant de l'insula, avec l'intégration d'autres informations qui vont venir d'autres régions du cerveau, jusqu'à la partie avant de l'insula, où ces signaux internes vont avoir une représentation ultime sous la forme d'émotions, de sentiments. Et il semblerait que la succession de ces représentations à l'avant de l'insula, instant après instant, pourrait constituer notre conscience de nous-mêmes. Alors, pour comprendre l'hypothèse du mécanisme de l'expérience extatique, je dois vous parler d'une théorie actuelle sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, en permanence, nous donne une image du monde extérieur. Il ne capte pas directement le monde extérieur, puisqu'il est dans la boîte crânienne, donc il n'a pas accès directement au monde extérieur, mais il reçoit des informations du monde extérieur indirectement par les yeux, par les oreilles, par la peau, et il va faire la synthèse de toutes ces informations qui entrent pour créer une image du monde extérieur. Et vous allez voir que cette perception est un phénomène qui n'est pas passif, mais qui est actif. En effet, le cerveau est une machine à prédiction qui est sans arrêt en train d'anticiper ce que va être le monde extérieur l'instant d'après. Donc, dans toutes les régions du cerveau qui gèrent les différentes fonctions, la vision, l'audition, les signaux internes du corps, il y a des prédictions qui sont basées sur ce que le cerveau sait de l'instant précédent et sur les connaissances accumulées de toutes les expériences passées. Donc, il va faire ces prédictions. Après qu'il y ait une prédiction dans le cerveau, un signal entrant arrive et il va y avoir une comparaison de ce signal entrant avec la prédiction faite par le cerveau. Et lorsqu'il y a un décalage avec la prédiction, on appelle ça en anglais un mismatch,
il va y avoir la production dans le cerveau d'erreurs de prédiction, qui correspondent à de la surprise, à du conflit, à de l'ambiguïté. Et ces erreurs de prédiction vont permettre de mettre à jour la prochaine prédiction. Donc le cerveau va corriger sa base de données en mettant à jour de nouvelles prédictions qui se rapprochent le plus possible des signaux suivants qui vont entrer. Donc le but du cerveau est d'avoir les prédictions les plus proches possibles des vrais signaux entrants. Alors, l'interprétation du monde dépend de la sélection des prédictions dans les différents domaines qui s'accordent le mieux entre elles pour former quelque chose de cohérent. Donc finalement, ce sont les prédictions qui sont faites dans toutes les régions du cerveau à la fois qui construisent une représentation structurée du monde. Tout ça va très vite. Le cerveau anticipe pour avoir rapidement une image du monde extérieur et il veut limiter ses dépenses en énergie, avoir le moins de surprises possible, et le cerveau va corriger en permanence les prédictions. Il utilise des probabilités qui se modifient au cours des expériences. Alors, vous pouvez comprendre qu'avec un tel fonctionnement du cerveau, le même monde extérieur, la même réalité, va être perçu différemment par trois personnes distinctes, en fonction des anticipations qui se sont faites pour chacune dans leur cerveau. Donc en fait, ce qu'on pense et ce qu'on anticipe a plus d'importance que ce qu'on entend et ce qu'on voit. Cela participe à la perception du monde, ces anticipations. Donc vous pouvez comprendre qu'il va y avoir des différences de perception chez différentes personnes et qu'elles auront du mal à s'accorder sur ce qu'elles ont vécu. Souvent, à deux personnes, on dit « mais je me souviens de ce qui s'est passé là » et on n'a pas le même vécu. Donc ça peut être lié à cette perception du monde différente parce qu'il y a cette boucle qui réalise notre vécu du monde et notre vécu de la réalité entre les prédictions du cerveau et les véritables signaux qui entrent, les nouvelles informations qui entrent. Donc c'est une boucle perpétuelle entre nos prédictions et les vraies informations qui entrent. Alors quelle est l'hypothèse de l'expérience extatique pour notre corps, pour les informations qui viennent du corps? Les informations donc interoceptives sont traitées dans l'insula. Donc le cerveau anticipe le futur état physiologique du corps et il va y avoir des signaux de l'intérieur du corps qui arrivent réellement au cerveau avec l'insula qui va permettre de comparer les signaux qui entrent aux prédictions qu'il a faites. Quand il y a des décalages entre les signaux entrant de l'intérieur du corps et les prédictions qui sont faites, il y aura ces erreurs de prédiction que le cerveau va reconnaître et qu'il va corriger. Qui va corriger. Quand il y a une décharge dans l'insula, donc quand il y a une crise d'épilepsie de type extatique, l'insula ne va plus fonctionner correctement. Donc elle ne pourra plus effectuer sa tâche de comparaison entre les signaux entrants du corps et les prédictions, et il n'y aura plus d'erreur de prédiction pour l'état physiologique du corps. Donc cela va mimer une prédiction parfaite du futur état physiologique du corps. C'est quelque chose qui n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. Habituellement, il y a toujours, à un niveau ou à un autre, des petites erreurs de prédiction par rapport à ce qui se passe dans le corps, que ce soit au niveau cardiaque, au niveau hormonal ou autre, et qui probablement entraînent un petit malaise quasi imperceptible, un petit conflit permanent lié à ces ambiguïtés dans l'état du corps et
avec des adaptations qui sont nécessaires. Donc là, tout à coup, il n'y a plus de conflit dans l'état interne du corps, comme si le cerveau avait parfaitement prédit ce corps. Et si vous avez compris à quel point il y a une coémergence de notre moi et du monde extérieur, le moi et le monde extérieur s'engendrent mutuellement, on peut imaginer que lorsqu'il y a cette impression d'état parfait du corps, cela donnera une qualité extatique à l'expérience. Cela pourrait aussi donner l'impression que ce qui est à l'extérieur est parfait et juste, comme les patients l'expriment, une sensation d'évidence, de clarté, tout semble parfait. Alors, cette hypothèse est acceptée par la communauté scientifique. C'est une hypothèse qui a l'air de convaincre d'autres équipes, et nous sommes en train de faire d'autres études pour mieux comprendre le rôle de l'insula dans la surprise et dans l'incertitude. Et je voulais juste revenir sur les figures religieuses qui ont vécu des expériences mystiques. En fait, on évoque une épilepsie extatique chez plusieurs d'entre elles, par exemple chez Sainte Thérèse d'Avila, chez un maître hindou qui s'appelle Ramana Maharshi, ou encore chez Saint Paul, parce qu'on a pu avoir des descriptions d'épisodes dans leur vie qui sont compatibles avec des crises d'épilepsie. Donc on pense que certains d'entre eux ont eu une épilepsie extatique. Donc vous pouvez voir que l'épilepsie extatique a eu probablement un rôle important dans notre histoire avec un grand H, dans l'histoire de nos religions et dans notre culture. Avant de conclure, je voulais faire un lien avec la méditation. Certains méditants bouddhistes experts ressentent des expériences qui sont très proches de ces expériences extatiques dont je vous ai parlé. Et je pense que le mécanisme neurocognitif à la base de ce qu'ils vivent doit être assez similaire à ce que je viens de vous expliquer. Donc pour les méditants, leur vécu de l'expérience extatique pourrait aussi être lié à l'absence d'erreurs de prédiction interoceptive, dans le sens où leur travail de concentration et leur discipline pourrait permettre à certains méditants de parvenir à interrompre complètement les prédictions de leur cerveau, à les suspendre, comme s'ils ne savaient rien, comme s'ils n'avaient pas de base de données pour anticiper. Et ils pourraient donc, en interrompant leurs prédictions, avoir cette absence d'erreur de prédiction interoceptive et vivre aussi cet état de ressenti de corps parfait et cet état de réalité qui n'est plus filtré par des prédictions. Donc, je trouve que... je voulais encore vous dire que Einstein avait une vision un peu semblable, parce qu'il a pu dire que l'idée que les hommes se font d'être un être séparé de tout est très probablement une illusion optique de notre conscience. Donc, il était assez en faveur d'une réalité possible différente de notre réalité. Et à mon sens, la méditation est un outil d'entraînement de l'esprit incroyable qui pourrait nous permettre d'apprendre à nous concentrer sur l'instant présent, puisque je vous ai dit que cette expérience mystique, c'est en fait une expérience totale de l'instant présent. Et je pense que la méditation peut permettre d'accéder presque, ou pour certains complètement, à la nature véritable de la réalité. Donc pour conclure, je voulais montrer que l'épilepsie pouvait permettre encore aujourd'hui d'étudier et de mieux comprendre certaines fonctions du cerveau. Et vous avez pu aussi comprendre qu'on a tous dans notre cerveau cette capacité à pouvoir avoir une expérience mystique et donc avoir
accès à cette sensation peut-être d'état qui englobe tout, sans séparation par rapport à ce qui nous entoure. Et c'est un état qui peut être très intéressant puisqu'il est transformatif, il peut changer la vision du monde et changer le rapport aux autres et à la nature. Voilà. Je vous remercie. Des neurones qui ont été faits par Cyril Favreau dans le texte. Merci beaucoup, merci Frédéric Picard. Je vais passer la parole au public pour les questions. J'ai peut-être une question. Vous avez cité Saint-Paul. Est-ce qu'on peut considérer que son chemin de Damas, cette espèce d'extase qu'il a eue, ça peut être une crise d'épilepsie? C'est une hypothèse. Oui, pour Sainte Thérèse d'Avila et par exemple le maître hindou dont j'ai parlé, Ramana Maharshi, on a beaucoup plus d'arguments pour penser à une épilepsie parce qu'ils avaient des épisodes qui correspondaient clairement à des crises épileptiques. Pour Saint Paul, c'est une hypothèse, c'est moins certain, mais certains l'évoquent, certains neurologues l'évoquent. Et des professeurs, même à Marseille, l'évoquent et me disent mais tu vois que l'épilepsie extatique a eu vraiment une importance énorme. Donc c'est vrai que pour certains, c'est une hypothèse qui pourrait tenir la route. Quelle est votre proportion des malades que vous avez ou que vous avez observés? Je ne sais pas si vous êtes scientifique. Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux qui souffrent d'épilepsie et qui ont eu ces épisodes extatiques? Non. Mais je pense que la fréquence est sous-estimée parce qu'on les cherche mal. Ils n'en parlent pas, donc il faut vraiment beaucoup de patience et de curiosité pour qu'ils arrivent à s'ouvrir et à parler de ces expériences, mais c'est plutôt une forme rare. J'ai eu à Genève, bon j'en ai eu parce que je les ai cherchés, mais une dizaine de patients. Je pense que ça représente en tout cas moins de 0,5% de l'ensemble des épileptiques. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé de méditation. Vous avez jamais pris en considération l'hypnose? Il y a un état qui a été découvert par Jerry Keim aux États-Unis qui l'a appelé high ou élévation. Et en lisant ça, je me disais, ça me semblait exactement la même chose. C'était impressionnant. Et c'est vrai que pour arriver à cet état, on passe par SDL, donc un état même anesthésique, physique, pour permettre après à l'esprit, je ne sais pas à quel niveau, de s'élever. Et le genre de sensation, et ce que vous étiez en train de décrire, c'était vraiment exactement ça, et très semblable. Donc ça m'a fait penser à ça. Je ne suis pas sûre que l'état sera similaire dans l'hypnose, parce que là, ce qu'ils décrivent, c'est quand même une impression de conscience d'eux-mêmes qui persiste, donc ils ont conscience d'eux-mêmes, mais qui s'élargit, à tout, et avec un état, ils sont dans leur corps, ils sentent encore leur corps, il y a un bien-être, ça a l'air d'être parfait cet état du corps, mais donc ils sont encore dans leur corps, mais avec une sensation d'ouverture de cette conscience de soi. Alors, je n'ai pas assez étudié l'hypnose pour savoir s'ils restent vraiment en eux-mêmes, mais que cette séparation entre eux-mêmes et puis le monde extérieur a tendance à disparaître. Avec juste une question dans le fond, puis après madame, oui, monsieur. Oui, est-ce que ces patients qui manifestement connaissent cet état de bien-être tendent à le rechercher, à provoquer éventuellement de nouvelles crises, à avoir une certaine addiction à ces crises? Ou est-ce que c'est vraiment une souffrance derrière post-critique qui fait qu'ils sont plus en liberté d'avoir une c'est paradoxal. D'un côté, oui, ils apprécient plus que tout ces expériences, mais à côté de ça, ils ont souvent, quand ils ne sont pas traités, par la propagation de la décharge, après ce début extatique, la plupart ont aussi des crises tonico-cloniques généralisées où ils convulsent
à n'importe quel moment, donc avec toute la gêne que ça occasionne. Donc, ils disent que cet état extraordinaire les a fait peut-être parfois grandir ou leur a apporté des choses importantes pour leur vie, mais ils aimeraient être débarrassés quand même de l'épilepsie par rapport aux crises convulsives. Donc, il existe quelques patients qui ne se traitent pas ou qui se traitent moins, mais en général, c'est quand même des patients qui se traitent parce qu'ils gardent l'épilepsie. Les consommateurs d'excitation, pardon, décrivent un petit peu ça. Oui. Ouais. Et recherchent du coup c'est vrai que dans la prise de drogue psychédélique, on peut avoir un état assez similaire avec parfois d'autres choses qui se rajoutent comme des hallucinations ou des sensations peut-être un peu différentes. Monsieur, madame, je ne sais plus. Pour reprendre sur l'hypnose, cet état de bien-être existe puisque parfois il est même assez difficile de sortir le patient de son état d'hypnose. Il résiste. Donc probablement qu'il y a aussi des recherches à faire autour de l'hypnose et d'un état similaire, peut-être plus vite atteint que par la pratique de la méditation. D'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'on a identifié le mécanisme, je parle des drogues psychodéliques, est-ce qu'on a identifié le mécanisme par lequel il fonctionne? Et je pose la question parce que une question secondaire, c'est que c'est si il faut passer chez les gens qui ne prennent pas le drogue par l'épilepsie pour arriver à cet état. Et en fait, on parle de plus en plus de gens neurodivergents, n'est-ce pas, qui sont, c'est pas une pathologie, mais ils sont un peu différents, ils fonctionnent de façon un peu différente. Et je me demande si il n'y a pas tout un tas de gens non épileptiques qui ont des expériences similaires sans prendre de drogue psychédélique. Je pense que, par exemple, dans le livre que j'ai cité de Jean-Claude Bologne, lui-même avait vécu une expérience telle, mais une seule dans sa vie, spontanée, qui est arrivée et qui l'a toujours fasciné. Il a écrit un livre sur le sujet parce qu'il n'a pas compris ce qui a pu lui arriver et il a trouvé ça extraordinaire, une telle expérience. Mais je pense que des gens qui ont cette expérience sont plutôt dans des situations où il y a un lâcher-prise total, une espèce de lâcher-prise. Il y avait un livre écrit par un SDF américain qui a vécu, après avoir tout vidé dans son esprit, de telles expériences. Il a écrit un livre pour essayer d'enseigner aux gens comment accéder peut-être à de telles expériences. Mais pour répondre à votre question sur les mécanismes dans les drogues, certaines études d'expériences mystiques avec des drogues ont pu montrer que l'insula montrait un état d'activation. Dans les drogues, les psychiatres se sont beaucoup intéressés aussi au système chimique et on implique la sérotonine. Et pour ce qui concerne la compréhension de ce qui se passe pendant cet état, on a aussi une piste avec mon collègue Federico des HUG, qui est que cet état ressemble aussi à des moments qu'on vit tous, qui sont les moments aha, les moments eureka, où tout à coup, toute incertitude est résolue, parce que le souci qu'on avait avec la recherche d'un mot ou de quelque chose est résolu. Pendant une seconde, on a ce moment-là qui est un moment de clarté, où tout à coup tout semble parfait. Donc, c'est des pistes pour essayer de comprendre dans quel réseau les choses se passent. Mais je pense qu'effectivement, on n'est pas obligé d'être épileptique ou passer par des drogues pour vivre une telle expérience, mais peut-être que par la méditation on peut y arriver, ou parfois spontanément, ou par l'hypnose
dont vous parlez aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour de trouver la pilule du bonheur qui agit sur l'insula et qui permet ces états? Est-ce que vous êtes en relation avec, est-ce que ça peut aboutir, cette découverte, en fait, ce mécanisme, sur des applications, je ne sais pas, pharmaceutiques, médicales, etc. Forcément, on est obligé d'y penser quand on fait de la recherche à une éventuelle implication thérapeutique. Et en effet, moi je me suis dit que si on avance plus dans la compréhension de ce qui se passe dans l'insula par rapport à ces épileptiques, peut-être que ça pourrait être un autre moyen de traiter les dépressions sévères par des stimulations transcrâniennes, en sachant que ces états, c'est des états qui doivent être ponctuels, puisque c'est normalement un état qui ne peut pas être durable, mais peut-être qu'en stimulant, on peut aussi, comme l'utilisation des drogues, qui est une utilisation ponctuelle, l'utiliser de temps en temps, l'associer peut-être à de la méditation ou à autre chose pour maintenir le bienfait à long terme. Pascal Robert, oui, qui avait une question. Est-ce qu'au chapitre des psychotropes, alors il ne faut pas ajouter le plus common tool, c'est-à-dire l'alcool, parce que il y a aussi ce genre de description qui est faite. Je pense à un film qui est Un singe en hiver. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de Verneuil du début des années 60. Et ça vaut la peine. Regardez-le à niveau. Et puis ensuite, il y a des personnages, deux, mais surtout un vieux personnage qui décrit, qui explique aux autres personnages qu'il ne se sentait pas à un endroit, pas du tout. Il était à un endroit. Et il y était pleinement, et il y était très bien, et il y vivait. Et eux croient qu'ils s'y sentaient, mais c'est pas vrai. Il y était. Est-ce que c'est pas un peu le même genre de... D'après toutes mes connaissances, l'alcool n'aurait pas tendance ça marche pas. à... mais un état... Là, c'est vraiment un état de clarté. Tout paraît évident, clair, tout paraît positionné au bon endroit par rapport au reste. C'est plutôt un état où on a l'impression de tout comprendre, mais parce qu'on est, je crois, totalement dans l'instant présent, avec l'arrêt de ces jugements, anticipations qui viennent rentrer en conflit. J'ai l'impression que c'est un peu ce que décrit... C'est Gall son alcool. Peut-être dans son état, lui en particulier, mais c'est pas un état habituel obtenu avec l'alcool. Alors, il y a plusieurs mains. Alors, madame et monsieur. Alors, moi, je me demandais, ça n'a jamais été essayé, justement, tout ça. La première chose que j'ai pensé, c'est d'inventer une électrode, enfin de stimuler une insula, quoi, puis voir si ça crée. Alors, on en est un peu au début des recherches. Moi, j'ai pu juste montrer que chez les patients qui ont une épilepsie extatique, en stimulant l'insula, on reproduisait leur phénomène extatique, mais c'est des patients qui ont peut-être un réseau qui est un peu particulier, qui est déjà prêt à faire des épisodes extatiques. On a juste induit chez un patient qui n'avait pas d'épilepsie extatique cet état en stimulant l'insula. Mais c'est beaucoup trop préliminaire pour penser, en tout cas, à implanter des patients, ce qui est un geste invasif, l'implantation. Par contre, les stimulations transcrâniennes, on pourrait envisager des études. C'est plus difficile de stimuler l'insula en transcrânien que d'autres régions plus superficielles, mais j'y pense et on envisage, et c'est en train de se faire pour d'autres réseaux, d'autres études pour l'insula. Et le traitement pour la dépression qui justement stimule, enfin voilà, la stimulation transcrânienne, je ne sais pas dans quel c'est plutôt un peu plus normal pour qu'on comprenne bien. Il y a des nouveaux traitements pour la dépression, c'est des stimulations transcrâniennes. Il semble surtout le cingulum antérieur, mais peut-être qu'un jour l'insula aura sa place dans les stimulations aussi. Mais là, c'est des études qui démarrent et il y a encore du chemin pour. Qui c'est qui avait levé la main? Madame, oui. Et comprendre quels patients vont réagir à cette stimulation d'insula. Je pense qu'il y a probablement un sous-groupe qui est capable d'avoir des expériences extatiques si on les stimule. Mais j'ai aussi stimulé d'autres patients qui, dans le cadre de leur
évaluation préchirurgicale qui n'ont pas eu de laxatique. Donc, tous ne sont peut-être pas susceptibles d'avoir cette expérience. Et j'essaie de comprendre les questions. Madame. J'ai entendu dire que le régime cétogène pouvait amener à un état aussi de pleine conscience, enfin pas aussi fort qu'une aura par l'expérience mystique, alors que les traitements épileptiques, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que vous connaissez un peu ce régime cétogène ou pas du tout? Oui, on l'utilise parfois chez les enfants épileptiques en particulier, mais ça doit être vraiment anecdotique parce qu'on n'a pas non plus la notion de tels états provoqués par le régime. Maintenant, peut-être que on sait que spontanément, des personnes ont vécu une telle expérience. Donc on peut imaginer une telle expérience chez une personne après avoir bu de l'alcool ou une autre après dans un état particulier par son régime, parce que peut-être que c'est le moment où ils vont complètement lâcher prise et puis lâcher toutes leurs prédictions. Mais c'est pas quelque chose d'habituel avec le régime cétogène. C'est vrai, ce que j'ai compris, c'est que ce régime cétogène ne crée pas des moments d'explosion, mais il crée une amélioration de la conscience, enfin une clarté de la conscience sur le long terme. Donc, une personne c'est peut-être aussi, la différence est due à la limitation des crises épileptiques, et une fois débarrassée de ces crises épileptiques, grâce à ça. Mais il crée aussi un bien-être supérieur au bien-être normal. Mais je n'ai pas de connaissance de cet état par rapport au régime cétogène. Monsieur, vous êtes en train d'écrire, vous aviez levé la main? Non, qui c'est qui avait levé la main? Oui, madame, excusez-moi. Alors, dans les états dépressifs mélancoliformes, moi j'ai connu à Bel Air les dernières expériences justement de traitement par choc électrique. Et avec, on choisissait généralement des patients pour lesquels toutes les médications avaient échoué et on n'arrivait pas à les sortir par les médicaments, mais finalement, oui, par électrochoc. Et d'ailleurs, au moment de l'électrochoc, les patients faisaient un opistotonos, comme un peu dans une crise épileptique. Bon, dans l'électrochoc, ça va être une stimulation de l'ensemble du cerveau, ça va pas être... Oui, c'est global. Oui. Et c'est vrai qu'on a des rares patients qui disent qu'après une crise généralisée, ils ont eu l'impression d'avoir un reset de leurs émotions. Donc, ça correspond un petit peu à, en fait, on peut traiter par électrochoc les patients dépressifs. Madame, dernière question, puis on arrête. J'avais jamais entendu parler de cette histoire des perceptions internes du corps qui arrivent dans l'insula. Merci pour cette information. Et en réfléchissant à ça, c'est-à-dire donc le corps envoie des messages à l'insula, je pensais, ça n'a rien à voir avec ça, mais les gens qui ont ces expériences qui sont hors du corps, en principe dans des situations de souffrance physique, de maladie, mais tout d'un coup ils se voient au-dessus de la chambre. Est-ce que ça a un rapport avec un dysfonctionnement des impressions intéro, etc. Oui, probablement pour ces expériences de out of body, de sortie du corps, on implique une autre région du cerveau, un carrefour temporo-pariétal. Mais actuellement, beaucoup de pathologies sont expliquées en utilisant la théorie du cerveau comme une machine à prédiction. Donc, probablement que des prédictions interoceptives peuvent jouer aussi, qu'on peut trouver une explication pour ces out of body. Je n'ai pas cherché à lire cette littérature particulière. D'accord, madame, comme on va prendre l'apéritif qui est offert par les alumni. Je vous rappelle que c'est une rencontre qui est préparée par l'association des alumni de l'Université de Genève. Et puis vous aurez l'occasion, madame, d'échanger avec Fabienne, vous connaissez un moment. Et donc je vous invite, je vous remercie infiniment, je remercie d'abord Fabienne Picard. Karine Milan, notre
directrice pour organiser ces mardis. À côté et madame, vous aurez l'occasion de poser votre question. Merci beaucoup. Merci.